Les grandes gueules avec Daouda Mohamed Kamara, mon cher Daouda, bonjour. Lamine Girassi Niaou. Niaou. Bonjour Daouda. Avec Palais. Voilà. Avec Palema. Avec Palma. Avec Palma. Avec Palma. Toi, t'es un vrai Guinéen. Avec Palma. Ouais. Consulter. Je suis passé, quand on est passé au village de Papa Koli. Voilà. Mais il fallait. Ouais, c'est quoi le village? C'est quoi le nom? Paya. Paya, voilà, c'est ça. Paya. Avec la langue et tout ça. Paya, voilà, c'est un peu ça. Allez. On va chercher un expert en linguistique. Paya, bien. Allez. Jacques va nous trouver un expert. C'est pas Baya, c'est Baya. Paya, oui, c'est ce que je dis. Paya, voilà. Baya, voilà. Daouda, Jacques Léoaleno, bonjour mon cher. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Moi je suis Kissien en fait. Voilà. Allez. Bonjour mon cher Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss, bonjour Voilà. à tous. Au contraire, voilà. Il a dit pas toujours le contraire. Voilà, ces images hier, on en parlait un petit peu en off, mon cher Roubi. L'ancien ministre Pétier, donc Oui. sous contrôle judiciaire, Oui, inculpé en même temps. dommage. Ouais. Dommage qu'une si grande carrière dans le domaine de la santé puisse s'achever de manière aussi dramatique. Mais l'État, c'est l'État. Je pense que la justice dira ce qu'il y a de vrai dans ce dossier. Mais tout porte à croire que le ministre Pété avait fait nourrir la confiance que le système sanitaire de notre pays serait un système sanitaire au moins qui serait un peu digne, parce que c'est quand même l'une des plus mauvaises de la sous-région, pour ne pas dire la plus mauvaise, puisque Jacques me rappelle que la Sierra Leone c'est pas un pays, donc ça veut dire que là-bas le système de santé, on ne parle même pas de ça. Et donc finalement le ministre Pété, je crois qu'il y a eu mandat de dépôt contre lui. Non, sous contrôle judiciaire. Finalement en contrôle judiciaire, parce qu'on parlait d'abord de mandat de dépôt, après il y a eu un contrôle judiciaire, et il va préparer sa défense devant la CRIEF, il va s'expliquer devant les instances de la punition économique. Et donc moi je veux dire tout simplement que ça ne s'arrête pas à lui. Ouais. Que s'il y a d'autres cas, c'est ce qui est gênant un petit peu, mon cher Roby. Hein, voilà. S'il y a d'autres cas, et non, t'as l'impression parfois qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, s'il y a d'autres cas, et on sait qu'il y a d'autres cas. On va continuer à claironner sur le ministère des Mines, par exemple. Le ministère de l'Énergie, vous avez vu hier le drame du manque d'électricité dans tout Conakry. Je pense que, et sans communication, c'est là où j'apprécie un peu, j'apprécie d'ailleurs beaucoup les performances du ministère des Travaux Publics, par exemple, qui communique. Gando, il communique. Regarde, il y aura les travaux sur l'autoroute Dixine. Dixine, Université Gamala. Voilà, le nivelage du bitume va commencer du 1er au 17 décembre, je crois. Et au 7 décembre, ils ont communiqué, ils ont annoncé au peuple à la population de Conakry qu'il y aura des travaux, et donc les indications de transversales vont être données. C'est ça qu'on appelle la gestion, c'est ce qu'on appelle un gouvernement, gérer un département. Vous communiquez. Hier, quand même, pendant plusieurs heures, toute une nuit, quasiment, il n'y a pas eu d'électricité en Guinée. Et le ministère n'a rien dit. On est resté dans un mutisme total. Mais qu'est-ce que tu veux que le ministère dise, mon qu'il cher communique, ami? Je comprends très bien. Pourquoi? Je vois un petit peu quelques communiqués bizarres sur les réseaux et tout ça. La reddition des comptes, je suis d'accord avec toi, pas seulement économique. La reddition des comptes, c'est aussi dans la communication des défaillances quand ça arrive. Il faut expliquer au peuple pourquoi il y a eu cela. Pourquoi vous n'avez pas eu droit à l'électricité de telle heure à telle heure. En Allemagne, il y a eu, je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu 5 minutes de courant en Allemagne. Le gouvernement a communiqué là-dessus, et vous savez c'était quoi? C'était que depuis 1975, je crois, ou dans les 1900 quelque chose comme ça, c'était la première fois qu'il y a eu coupure de courant en Allemagne, dans une ville. Le gouvernement était obligé de communiquer sérieusement là-dessus, et les gens ont demandé des comptes
à l'État sur 5 minutes de coupure d'électricité. Ça, c'est en Allemagne. C'est un pays normal. C'est juste, Les grandes gueules. Soyons normal aussi. Hein. Je veux bien qu'on soit normal. Soyons normal aussi, d'accord. Mais quand l'État se comporte comme l'État se comporte aujourd'hui en Guinée. Et donc, c'est pour vous dire. Et donc, c'est pour vous dire que le cas Pété doit servir d'exemple, certes, mais je ne souhaiterais pas qu'il soit le seul. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas qu'il soit le seul à avoir baigné dans la corruption ou à avoir baigné dans la gabegie. Il y a beaucoup d'exemples dans ce gouvernement. Cela reste à prouver encore. Oui, cela reste à prouver encore que cela reste à prouver. Ça, c'est très important. Les grandes gueules. Donc, il n'y a pas que lui et il n'y a pas que les ministres qui doivent être visés. Je pense qu'il y a des directeurs, il y a beaucoup de secteurs dans le gouvernement aujourd'hui qui doivent être audités et dont les explications doivent être données au peuple de Guinée. C'est important. C'est dommage qu'une carrière se brise de cette manière-là, mais bon, quand vous gérez au plus haut niveau de l'État, vous devez rendre des comptes malheureusement. Évidemment. Et les annonces, ce qui déplore en sa faveur, si jamais il est prouvé évidemment qu'il a baigné dans la malversation, ce serait vraiment un gros gâchis parce que c'est un grand cadre, intellectuellement en tout cas, mais non, l'intellectuel et la morale économique, il y a... Je comprends très bien ce que tu veux dire, mon cher Roby. Allez-y, mon cher Jacques Liwalino. Voilà, c'est triste cette image quand même. Oui. Voilà. En gros, il a été inculpé des faits de détournement, de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux et de concussions. Ce sont des chefs d'accusation qui ont été alignés. Et maintenant, on a fait un peu le commentaire des faits qui ont été relevés depuis, notamment la question du contrat de fourniture, n'est-ce pas, des produits... Des produits comment on appelle ça, je crois pour les femmes, donc de la néonatologie, donc des kits césariennes. Donc l'achat qui a été fait par ZMC qui est en conflit avec Sogimap et puis le ministre de la Santé, et on sait par 2 fois du côté de la CRIEF, le ministre de la Santé et Sogimap ont plutôt été déclarés non coupables, même si il y a eu toujours appel. Et déjà, en amont, Monsieur Peteso, qui est donc le représentant des ZMC en Guinée, a pu obtenir ce marché. Moi, je peux bien comprendre que le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, Pété, soit inculpé. Donc c'est une histoire de Pété finalement. Non, lui, c'est Pété. Ah, d'accord, voilà. Donc, le ministre de la Santé a été inculpé, mais il n'a pas fait ça seul. On sait que lui, il a donné un contrat, mais il y a quelqu'un qui a reçu un contrat. Parce que dans le cas de la corruption, il y a le corrupteur et puis le corrompu. Donc, je ne sais pas si on peut, s'il est établi que finalement ce qui a été fait là peut être considéré comme de la corruption, ça n'a pas été possible si Pateso n'était pas en face. Première des choses. Maintenant, pour l'achat des vaccins. Si vous me permettez, ce qu'on va faire pour aider à la compréhension évidemment des téléspectateurs et des auditeurs, parce qu'il était dans notre émission il y a cela 1 an évidemment, Pété, il était invité des grandes gueules, parlant donc de la concession de Donka justement, parce que ce sont des points quelque part qu'il faut marquer. On va essayer de l'écouter. Il était ici chez les grandes gueules, c'était l'année dernière. La deuxième question sur le fait que la structure soit gérée par une société canadienne dans laquelle il y a un jeune Guinéen. J'ai mené des investigations dans ce sens. Ça crée un mouvement au sein de l'hôpital. Nous avons eu plusieurs manifestations, des médecins qui ont travaillé, qui se sont dit être exclus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, tout à fait simple. Pour pouvoir déconstruire un peu cette concession et tout ça, dans le langage administratif, ça s'appelle concession de gestion déléguée de services publics. Ça existe en Guinée. La Société des eaux de Guinée, la SEG, telle que quand elle existait, l'électricité de Guinée et d'autres sociétés ont connu cet arrangement-là où l'État décide souverainement de confier à une entité non étatique. Elle peut être privée ou semi-publique, etc., pour une période déterminée, de gérer un service public avec un transfert de compétences. Cette décision, je dois le dire, nous n'en avons pas l'apanage. Quand je dis nous, le gouvernement de transition. Le gouvernement qui nous a précédé aux affaires avait décidé,
à l'inception de ce projet et au vu des montants énormes de l'investissement, en disant dès le début, il faut prévoir une concession de gestion parce que cet hôpital rénové ne doit pas être remis dans les mains des mêmes médecins qui étaient là. Eh bien, nous, on a trouvé le processus déjà avancé, on n'a fait que le finaliser. Qu'est-ce que nous avons à Donka? Nous essayons maintenant de montrer ce que je vous disais avant. On fait la dichotomie entre ceux qui sont chargés de gérer l'hôpital, qui sont responsables devant nous de l'utilisation des ressources de l'hôpital, de la comptabilité et de la transparence dans les décisions de dépenses, et les médecins dont le rôle c'est de soigner, d'enseigner, d'encadrer et de faire de la recherche. C'est ce qu'on a mis en place ici. Est-ce que ça fait seulement des gens satisfaits? Probablement pas, et vous en avez vu. Mais je dis, ils se trompent de combat. Cette réforme n'est pas faite contre un Guinéen ou un groupe de Guinéens. Elle est faite pour tous les Guinéens. Et si aujourd'hui vous allez à l'hôpital Donka, je vous y invite, quand vous voyez la qualité de l'accueil, l'organisation des services, les consultations, les prix que vous payez, tous les actes de l'hôpital sont tarifés et affichés. Ouais. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire que s'il veut vous faire une radio, c'est 500 000. Parce que le montant est là-bas, vous pouvez le lire. Et vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un. Personne ne peut vous tirer de côté pour dire, bon, écoute, ça c'était pour l'hôpital, maintenant pour nous, la donne 100 000. Ça n'existe plus. Bien. On paye tout dans la même caisse et à la fin du mois, on fait le compte de tout ce qu'on a gagné et on paye les primes pour tout le monde, du médecin-chef jusqu'à celui qui nettoie les toilettes. Bien. Pété évidemment chez les GG, hein, c'était l'année dernière, en parlant justement des faux médicaments aussi, hein, l'autre question épineuse, il s'est prononcé dessus, on va l'écouter. Démondialise les pharmacies par terre dont les faux médicaments. Je voudrais peut-être vous demander quelle est la définition de pharmacie par terre. Alors c'est une expression utilisée chez nous pour qualifier un peu ceux qui n'ont pas cette légalité de vendre des produits, de les manipuler. Pharmaciens, donc on les appelait les pharmacies par terre ou les pharmacies à la sauvette. Merci M. Milimono, j'apprends quelque chose de nouveau et je vous en remercie. Merci. Alors pour en revenir donc à ces fameuses pharmacies par terre, en fait ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est la problématique du médicament. Vous l'avez dit tantôt, chez nos voisins, nous avons trois sociétés publiques, trois sociétés qui sont chargées de l'importation et de la distribution des médicaments. Notre loi pharmaceutique, quand elle a été adoptée, a permis à des compatriotes de s'installer dans ce créneau-là, comme grossistes, importateurs, répartiteurs. C'est la loi qui le dit, moi je n'ai absolument rien à dire. Mais il se trouve qu'entre cette loi et l'usage qu'on en a fait, il y a eu une sorte de décadence. On est passé d'abord de 3 en Guinée, puis on est passé à une dizaine, on est passé à 105 sociétés. Les anciens gouvernements ont mesuré un peu tout ce que cela causait en termes de manque de lignes directrices. Ils ont pris des mesures que je trouvais courageuses. Ils ont ramené d'abord ce nombre à 40 et ensuite en 2021, ils ont ramené le nombre à 10. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est l'avenir qui nous dira. Mais ce que cela veut dire, c'est que simplement, comme toute chose et la créativité de nos compatriotes, quand vous ouvrez une petite brèche, ils s'y engouffrent. On avait donc marchandisé le médicament. Et moi, j'insiste en disant que le médicament, c'est un produit de santé. Les grandes gueules. Ceux qui ont pensé s'intégrer dans ça, ils ont vu juste l'occasion de faire de l'argent. Donc, ils ont importé à tort et à travers des médicaments qu'ils ont déversés sur nos marchés. La dernière chose pour vous montrer le danger d'une telle libéralisation sauvage. Au port de Conakry, avec la douane, le ministère de la Santé et les autorités avaient été arraisonnés près de 240 conteneurs de médicaments. Pas des petits 20 pieds, des 40 pieds. J'ai reçu mandat et instruction du CNRD et du gouvernement de transition de travailler avec la CRIEF, avec la direction des investigations criminelles de l'état-major de la gendarmerie, la douane, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a dans ces conteneurs. Nous avons fait notre travail normalement, nous avons échantillonné devant les propriétaires. On a ouvert, pris des échantillons, envoyé au laboratoire de contrôle de qualité et les résultats sont revenus dans 5 enveloppes fermées. Chacun de nous a reçu une enveloppe. Nous les avons ouverts au même moment et on a vu le résultat. Si les médicaments qui étaient dedans n'étaient pas conformes et propres à la consommation humaine, on les envoie à la destruction à Kouria. Bien. Au moment où je vous parle, nous avons déjà échantillonné, analysé et envoyé à la destruction 222 conteneurs de 40 pieds. Wow. On n'a trouvé aucun conteneur qui contenait des médicaments propres à la consommation. Chez les GG sur Radio Espace il y a 1 an. On va continuer à scruter évidemment son passage chez nous dans cette émission Les Grandes Gueules. En parlant donc de formation et équipement, il s'est aussi prononcé dessus. Et j'ai repris donc ce projet qui avait déjà fait l'objet d'un financement de nos partenaires français pour faire toutes les études de base et la production du plan et de l'offre technique sur ce projet et d'une proposition d'offre commerciale.
quand moi je suis arrivé, les instructions que j'ai reçues de mon chef de gouvernement et du président de la transition, c'est de reprendre ce dossier et de le finaliser. C'est ce que j'ai fait. J'ai effectué 2 missions en France avec mes équipes. Nous avons eu des discussions et on a vu qu'est-ce qu'ils nous proposaient. La seule innovation que moi j'ai apportée et dont je revendique la paternité, nos partenaires français proposaient de construire et d'équiper 4 hôpitaux qu'ils allaient nous donner sur des financements qu'eux-mêmes allaient fournir, sans notre contribution nationale. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose, mais j'ai dit, je ne souhaite pas en tant que ministre de la Santé que vous nous donniez 4 ouvrages de génie civil. N'importe quel bâtiment avec des équipements... Ça cache des pièges? Non, pas nécessairement. Non, monsieur le ministre. Pas nécessairement. Non. Alors, un hôpital... Monsieur Guirassi, un hôpital... Je sais, Mohamed Mara, parce que je connais ce dossier-là, justement. Allez-y, je vous entends. Un hôpital, si tout de suite on prend le building dans lequel nous sommes ici, on remplace vos tables de travail ici par des tables d'accouchement ou des trucs de consultation, on peut appeler ça un hôpital. Non. Mais on peut. Oui. C'est un choix. Mais pour que ça soit un hôpital, il faut qu'il y ait les compétences, les connaissances et le personnel pour transformer cet investissement en soins de santé. Donc moi j'ai demandé à nos partenaires français, je dis ça c'est très bien. Mais moi je souhaite, comme nous sommes en train de reformer notre système de santé, et comme on a commencé à Donka, est-ce que vous pouvez examiner la possibilité de nous financer un volet d'accompagnement sous la forme d'une gestion déléguée pendant 3 ou 5 ans, d'un programme de formation de nos spécialistes. Je reconnais humblement, nous n'avons pas de spécialistes de maintenance des équipements médicaux. Les hôpitaux sont un cimetière d'équipements. On a poussé un bouton, ça s'est grillé, personne ne sait réparer, c'est là-bas et on veut me demander d'en acheter. Ensuite, deuxième chose, est-ce que vous pouvez mettre un programme d'échange de spécialistes entre les hôpitaux français et la Guinée, avec à la clé la formation de mes spécialistes sur les techniques de pointe. J'ai une colonne de célioscopie à Donka qui permet d'opérer sans ouvrir le ventre. Je n'ai pas de spécialiste. J'ai un seul médecin guinéen qui est capable de faire ce travail, c'est le docteur Michel Soromou, qui a été formé au Maroc et qui est praticien hospitalier franco-guinéen en France. Mon imagerie médicale aussi, j'ai pas de spécialiste. Toujours de pété, évidemment, voilà, avec ce passage dans les grandes gueules. On va essayer de l'écouter ce qui concerne la rénovation. Un extrait justement de l'hôpital Donka. Pété, c'était donc chez les GG. Oui, Madame Hiro. Voilà. La deuxième question, ouais, allez-y. Il y avait une question sur Donka, oui. Eh bien, très bien. La bien nommée, l'hôpital Donka. Eh bien, deux choses que vous devez savoir. Je le répète souvent, à force d'apparaître comme indiscret, ce travail est le fruit des efforts successifs de gouvernements qui se sont succédés à la tête de cet État. Pas uniquement le gouvernement de transition. Nous sommes arrivés au moment où presque l'ensemble du travail avait été fait par nos prédécesseurs, lointains et immédiats, qui ont investi dans cette infrastructure. Nous sommes arrivés, il se trouvait que ce projet était là depuis 7 années. Quand nous sommes arrivés, la première mission, l'une des missions essentielles que le président de la transition m'a confiée, c'est en me disant, termine ce projet et mets l'hôpital à la disposition des Guinéens. Pour vos auditeurs, il est important de rappeler que l'hôpital Donka est la plus grande institution hospitalière de Guinée. Elle a 631 lits et elle a vocation de soins, de formation, de recherche et d'encadrement comme centre hospitalier universitaire. On ne peut pas, dans un pays qui fonctionne normalement, fermer une institution comme ça pendant 7 ans. C'est pourtant le cas. Il n'y a pas de blâme à partager. Mais nous avons pris conscience de ça. Et moi, j'ai reçu mandat et instruction du président de finir le travail. Est-ce que j'ai un mérite particulier? Toujours chez les GG. Et en parlant de subventions, justement, il s'est aussi prononcé dessus, cette subvention du côté de l'hôpital Donka. C'est important de parler de ces subventions pendant plusieurs années sans qu'il n'y ait un résultat, en tout cas probant, sans qu'il n'y ait une amélioration sur les conditions de traitement, sur les soins. Parlez-nous de ces subventions-là. Par exemple, vous avez parlé d'une subvention que vous avez donnée à l'hôpital régional de Kankan. Les choses ont nettement évolué. Est-ce qu'on peut connaître les montants des subventions des différents, que ce soit le CHU de Donka ou bien des différents hôpitaux régionaux? Ça s'élève à combien, monsieur le ministre? Très bonne question. Je préfère ne pas m'avancer sur les chiffres que je ne maîtrise pas. Mais je vous dis, sur les postes de subvention du ministère de la Santé, l'hôpital Donka est celui qui nous coûte le plus cher. Si je ne m'abuse, la subvention varie entre 20 et 26 milliards chaque année de francs guinéens. Ok. Pendant toutes ces années, l'hôpital Donka n'a rapporté au trésor public par année moins de 500 millions de recettes. Wow. Eh bien, on se moque de qui? Mais comment est-ce possible? Eh bien,
Je n'en sais rien, mais ce que j'ai simplement dit, moi, mon travail en tant que membre du gouvernement, c'est de m'assurer que là où il y a de l'argent public, que nos compatriotes voient l'impact. J'ai dernier extrait que nous allons diffuser ce matin, c'est évidemment que la rupture de vaccin. On va essayer de l'écouter et derrière on revient avec les chroniqueurs. Puisqu'on a parlé de nouveau-nés, pour ne pas qu'on ait à revenir, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette rupture de vaccin, c'est le BCG. On a fait beaucoup de reportages là-dessus, on est parti notamment dans les centres de santé. Il y a beaucoup de nouveau-nés ces derniers temps qui ne prennent pas ce vaccin-là parce que justement on nous a dit qu'il y a rupture. Est-ce que vous êtes au courant? Comment cela peut-il s'expliquer, monsieur le ministre? Monsieur Guirassi, apparemment votre équipe il tire en salve. J'ai jamais reçu une question simple ici, c'est toujours 2 ou 3. Donc il faut que je m'habitue un peu au rythme auquel il tire. Allez-y. Alors je commence peut-être par la question de madame rapidement en disant effectivement, il y a eu effectivement cette rupture parce qu'il y a eu des délais de transport. Les vaccins BCG, ce ne sont pas des vaccins qui sont fabriqués, qui sont stockés par nos fournisseurs. C'est quand ils reçoivent une commande, un début de paiement qu'ils fabriquent et qu'ils nous livrent. À notre niveau, nous avons réglé ça et pendant que je vous parle, il y a juste quelques jours, nous avons retiré à la fois de l'aéroport et du port de Conakry les conteneurs de vaccins qui sont déjà arrivés et qui sont en train d'être distribués. Nous avons appris une leçon à travers cet incident. C'est que notre pipeline de vaccins, on doit pouvoir travailler dessus à la fois en amont, c'est-à-dire le dialogue entre nous et nos fournisseurs pour nous donner un peu de marge, mais aussi notre capacité de distribution. Je pense qu'il y a eu des manquements à plusieurs niveaux. Nous les avons identifiés, nous les avons corrigés. Mais je rassure nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos voisines et leurs enfants que ceci est un incident que nous avons noté. Nous ne faisons pas de langue de bois. Oui, il y a eu rupture, mais nous avons pris les dispositions pour corriger ça. Mais à l'avenir, ce n'est pas seulement le BCG, mais tous les vaccins qui sont les vaccins quand on dit de routine, les gens pensent que ce n'est pas important. Mais les vaccins essentiels du programme de vaccination auquel tout enfant guinéen a droit, ces vaccins-là font désormais l'objet d'un cofinancement, une partie du budget de notre gouvernement et une partie du financement de nos partenaires. Les deux branches-là mises ensemble nous assurent un financement régulier qui nous permettra d'avoir les vaccins. Et je rassure les mamans qu'elles peuvent déjà, dès cette semaine, aller se présenter dans les centres et elles trouveront les vaccins. Infomédia, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafomédia et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télé, mon cher Jacques. On a écouté le ministre Pété qui maîtrise son sujet, je le dirai tantôt à Madame Hiro. Concession de l'hôpital Donka, explication nette là-dessus. Peut-être la petite bête s'est trouvée quelque part. On n'a pas su décrire. Il y a beaucoup de choses qui se disent finalement autour de cette concession. Ouais. Il semble que on a dit qu'on a donné la concession à Nexen Group. Il semble que ce n'est pas Nexen Group, que le seul qui représente le concessionnaire dans la gestion finalement de cet hôpital, c'est Alpha, et il serait seul. Alpha, qui est donc l'administrateur. Quel Alpha? C'est l'administrateur. Ah ben d'accord, ok. C'est lui qui s'occupe de l'administration. C'est pas Alpha Condé. Non mais j'ai bien compris. Oui, ouais. oui. La précision est importante. Oui. Donc, il semble qu'il est seul. Ça, c'est ce que les gens disent de ce côté. Mais après, c'est l'analyse que j'étais en train de faire sur l'ensemble des affaires qui sont mises en avant et autour de quelles affaires les chefs d'accusation ont été ressortis par le juge d'instruction. J'avais dit que pour ce qui est de l'achat de ces kits de néonatologie, des kits césariens qui finalement ont été amenés ici dans des conditions d'abord floues parce que celui qui devrait avoir le marché, ce n'est pas lui qui a le marché. Et en plus de ça, à l'arrivée, on constate qu'il y a, n'est-ce pas, des kits d'une certaine quantité qui n'étaient pas en bon état. Je me dis, le ministre, d'accord, en tant que chef d'équipe, il a sa responsabilité dedans, mais vous ne pouvez pas conduire tous ces processus seul. Ouais. Vous avez l'implication de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes. Il y a le ministre, il y a également la DAF, il ne faut pas l'écarter. En tout cas, on ne peut pas, au niveau d'un ministère, engager un marché
et du début jusqu'à la fin sans que, n'est-ce pas, le DAF ne soit tout simplement impliqué. Ce n'est pas possible. La personne ressource, la responsable des marchés publics également ne peut pas, si vous voulez, être en marge de cela. Il faut bien entendu que cette personne-là participe. Et je crois dans la loi, j'ai pu lire quelque part, lorsque le marché atteint une certaine proportion, et ce n'est pas plus de 100 milliards, que le ministère, donc, qui est donc celui qui peut céder le contrat, il ne peut pas le faire seul. Il faut avec l'avis de, je crois, l'ARMP, l'agence de passation de marché. Donc, l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, il faut impliquer, n'est-ce pas, cette autorité-là pour donner, n'est-ce pas, son avis. Je me dis donc que si les choses sont allées normalement, on ne peut pas aller jusqu'au bout et sans obtenir, n'est-ce pas, l'implication de toutes ces personnes que je viens de citer. C'est une chaîne. Ouais. Sauf si on me dit ce matin, oui, le ministre tout-puissant, il a pu faire ça tout seul jusqu'à amener, n'est-ce pas, ces matériaux en Guinée. Pour Donka, on a bien vu que le contrat a été signé. Et ça a été signé par le ministre de la Santé, ça a été signé par le concessionnaire, mais je crois qu'il y a aussi la signature du ministre. Les grandes gueules. Qui engage l'État dans les contrats. Si aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes dans ce contrat, évidemment, on doit élargir l'espace de collecte d'informations, l'espace d'enquête. Parce que si on n'a pas, on dit aujourd'hui, bon, c'est lui qu'on a présenté comme étant concessionnaire n'est pas le concessionnaire, que c'est un seul individu, Alpha, qui serait finalement venu avec le nom de Nexan Group et qui finalement a obtenu, en raison des liens qu'il aurait avec le ministre de la Santé, ce contrat. Je questionne en ce moment la responsabilité du ministère de l'économie et des finances, mais également de l'autorité de régulation des marchés publics, parce que tout ceci demande quand même qu'on puisse bien voir clair là-dedans. Je vais même un peu plus loin. Parce que je sais, lorsque le CNT a commencé ses dénonciations, vous avez bien compris que le CNT avait parlé de Donka. Dans sa Kourouma lui-même, il a dit qu'il a envie de connaître clair, de voir clair dans ce qui se passe du côté de Donka, notamment la concession. Ça, c'est un représentant national, donc c'est la représentation nationale, je veux dire, qui pose des questions en amont. Alors qu'un contrat d'une certaine importance, une concession de cette importance ne pouvait pas être signé, ne pouvait pas être accordé de cette façon sans que la représentation nationale ne jette coup d'œil, fasse de l'appréciation et qu'il y ait même adoption carrément du côté du CNT. Alors, si ça n'a pas été fait de cette façon, je sais que le ministre de la Santé, tout puissant qu'il est, ne peut pas aller sans avoir le soutien du gouvernement et donc du président de la République. Il va falloir donc que le travail qui va être fait du côté de la CRIEF puisse clarifier les choses. Moi, je ne dédouane pas le ministre de la Santé. En tout cas, il a été imprudent sur beaucoup de choses. Il a été, si vous voulez, il a voulu faire solo à un moment donné, notamment dans le cadre de la convention que le ministère avait signée avec la pharmacie centrale. Par plusieurs fois, il a préféré aller avec des privés au lieu d'aller avec la centrale d'achat de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est connu, puisque on sait bien qu'on va vous parler de Sogimap, on va vous parler de ZMC, alors que la centrale d'achat continue de dire qu'elle est à mesure d'importer des médicaments. Voilà. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une véritable vérification pour ne pas qu'on se trompe. On tombe sur une seule personne, alors que les responsables de toute cette carambouille les autres en tout cas, sont encore en place. Voilà, allez-y Mohamed Ali, il parlait aussi de faux médicaments, c'est très important. On a revenu plusieurs fois là-dessus. Bien sûr, en fait,
moi, dans ce studio, avant qu'il ne soit limogé, je faisais partie de ceux qui ont quand même, à un moment donné, attaqué l'ancien ministre, désormais ancien ministre de la Santé, le ministre Pété. Mais moi, quand je l'en voulais, c'était plus par son déficit de résultats au niveau du ministère de la Santé que par ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pourquoi il a été limogé. Parce que Pété, quand même, j'ai jeté un coup d'œil à son profil. C'est quelqu'un qui a démarré aux Nations Unies à partir de 1992, en fait. Il a été le coordinateur du Fonds des Nations Unies pour la population, d'abord au Mali, en Sierra Leone. Ensuite, il a coordonné le même programme à l'Érythrée. Il était le représentant résident des Nations Unies en Guinée-Bissau avant qu'il ne soit appelé ministre. Mais avant ça, il représentait, donc représentant spécial du secrétaire général de ce programme des Nations Unies, justement au Congo. Il était le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale du programme harmonisé de lutte contre le VIH-Sida. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans tous ces pays. Il a travaillé au sommet. Il a travaillé dans un système. Pourquoi n'a-t-il pas pu détourner à ce niveau? Moi, je me dis que notre système, à un moment donné, a un problème. Pourquoi? C'est à la dernière minute, après 30 ans, c'est en Guinée, il vient, et puis il tombe dans un piège, comme ça, si c'est un piège. Je dis que notre système a ça reste un problème. À vérifier. Oui, ça reste à vérifier. Voilà. Les Nations Unies, il n'y a aucune possibilité. Tu vas pas sortir des théories de complot. Les Nations Unies, il n'y a aucune possibilité là-bas, c'est lorsqu'on est moulé 30 ans dans un système comme les Nations Unies, on a une habitude, on a une façon de faire. Là-bas, on n'est pas confronté à l'argent. Vous ne voyez pas l'argent. Il va aller jusqu'au bout. Pardon. Allez-y. Je dis, quand on travaille dans un système pendant 30 ans, on est censé avoir des habitudes et une façon de faire. Difficilement, on peut y déroger. Quand vous êtes habitué à voler pendant 30 ans, vous devenez voleur tout le temps. Quand vous êtes habitué à vous méfier de l'argent pendant 30 ans, vous vous méfiez de l'argent pendant 30 ans. Pété n'est pas le seul ministre issu des systèmes des Nations Unies qui s'est fait renvoyer de cette manière-là au niveau du gouvernement parce qu'il y a le système qui broie les bons cadres. En fait. Je suis en train d'expliquer la mine par des faits. Regardez ce qui se passe. Attends, je comprends très bien. Moi, si je te donne la passe, c'est parce que finalement, le dossier qu'il a fait tomber, c'est les faux médicaments, mon cher ami. Oui, évidemment. Mais je prends sur un autre angle, en fait, la mine. Moi, je vois le problème plus grand que Pété. En fait, je me dis que le système est plus grand que Pété. Le système est conçu de sorte que ça peut engloutir quiconque arrive. Et même vous, la mine. C'est ce que je suis en train d'expliquer parce que Pété n'est pas le premier. Notre système est conçu de sorte que lorsque vous êtes ministre, si le ministre de l'économie et des finances ne veut pas, même votre budget, vous ne pouvez pas décaisser. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre système est conçu de sorte que quand vous virez un ministre pour faute, vous ne pouvez pas laisser son cabinet. Vous ne pouvez pas laisser le contrôleur financier qui est sous sa responsabilité dans son département et qui relève de notre département. Vous ne pouvez pas laisser la DAF. En fait, il y a des complicités à tous les niveaux. Oui, je suis en train de dire que vous voyez les DAF, on les a convoqués. Pourquoi on les a convoqués jusqu'à présent? Parce que c'est eux, un ministre ne peut pas détourner sans son grandes gueules. Maintenant qu'on vire Pété et laisser tous les autres, je me dis que il y a un truc qui n'a pas marché. Il y a un truc qui n'a pas marché. En fait, ce n'est même pas la solution. Pour moi, ce n'est même pas un début de solution. J'ai félicité. Et heureusement ou malheureusement, lorsque l'autre ministre des TP, Yaya Sow, a été renvoyé avec tout son cabinet, je me dis là c'est une révolution, c'est un changement. C'est-à-dire c'est des nouveaux qui vont venir et puis ils vont redémarrer parce qu'ils sont tous fautifs. Mais vous avez vu, si nous nous en tenons aux conclusions de la justice, donc à la décision de la justice. Sauf qu'il a été acquitté par la suite. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Et si nous nous en tenons aux conclusions de la justice, Yaya Sow devrait être félicité. C'est un héros. Parce qu'il a été limogé et puis il a été sali. Tout le monde a pensé que c'est quelqu'un qui était venu à un moment donné pour travailler, mais c'est le premier quand même à trahir la lutte contre la corruption du colonel Mamadi Doumbouya. On l'a vilipendé de cette manière-là. Il est parti tout simplement. La justice l'a blanchi. Même si derrière, j'apprends que la CRIEF n'a pas juste été capable, pas été capable de prouver l'implication des Yaya Sow, mais sinon ça se trouve dedans. Mais la justice c'est aussi ça. Si sa culpabilité n'est pas prouvée, il est censé être innocent. Ici, Pété également, il est inculpé. On est tous d'accord. Mais pour le moment, il n'est pas condamné. Qui sait si la CRIEF arrivera justement à le blanchir? Parce que ça existe. Regardez, je prends deux exemples. Allons-y peut-être sur le plan pénal.
Avant le début du procès, tout le monde pensait que Toumba, c'était celui qui avait fait tout ce qu'on lui a reproché ici. Mais quand il a pris la parole aujourd'hui, les gens ont pensé qu'il n'a rien à voir dedans. Enfin, la majorité de l'opinion. Avant que Damaro ne prenne la parole devant le juge de la CRIEF ici, tout le monde pensait qu'il était responsable de ce qu'on lui reprochait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Damaro même qui donne des cours justement aux juges qui sont au niveau de la CRIEF. C'est la même chose qui se passe pour ceux qui sont inculpés par la CRIEF, j'ai envie de dire. Bien. Soit on a un problème de capacité à prouver. Il y a une théorie de complot. Il y a une théorie de complot, mais ce que je sais, Lamine, c'est qu'on a un système avec lequel on a un problème. Ouais. Et qui que cela soit, si vous arrivez, on vous met dedans. On vous met dedans parce qu'on les grandes gueules. N'oubliez pas que ce problème des faux médicaments, c'est un peu comme c'est comme la drogue. En fait, évidemment. Je suis en train de dire. Ah non, mais c'est un milieu de gangsters, mon petit. Je suis en train de vous, c'est des gens qui sont prêts à tout. Attends, mais ils tuent, les gars. Les grandes gueules. Pour vous engloutir, pour vous envoyer avec. Ah oui. Et je pense que si c'est le problème des faux médicaments qu'il a envoyé, eh ben, pas que. Voilà. Mais bon, comme par magie quand même, la campagne est déclenchée et puis le gars il laisse la tête. Les grandes gueules. Mais pourquoi c'est lui seul qui laisse sa tête, c'est lui seul qui s'en va. Et aujourd'hui, on a fait une campagne à dire la lutte contre la corruption est en marche dans notre gouvernement. Il n'est pas seul. Si vous remarquez, si nous partons sur cette base, puisque vous avez évoqué l'ARMP, je vais vous choquer, Madame Miero, sait de quoi je parle parce qu'on a appris ça. Cette institution, si elle fait des conclusions et que vous voyez ces conclusions, vous allez être choqué. Par exemple, au ministère du Transport, on nous dit que pendant près de 30 ans, tous les contrats qui ont été signés n'ont pas été dans les règles, en fait. Tous les contrats signés au ministère des Transports. Et qui sait dans les autres départements qu'est-ce qui se passe? Cette institution fait souvent des interpellations, mais n'a pas une force coercitive pour aller contraindre les gens. Cette institution proteste contre certains contrats parce qu'elle a vérifié et dedans, ce n'est pas conforme les contrats de passation de marché public. Ça se passe dans tous les départements et dans toutes les institutions du gouvernement. Mais on ne parle pas de cela. L'ARMP est reléguée aujourd'hui de l'autre côté, même malgré qu'elle soit rattachée à la présidence de la République. Il y a des ministres et des responsables de l'État qui se sentent plus puissants que les décisions de l'ARMP. Sinon, aucun contrat, pas dans les règles, ne passe au niveau de l'ARMP. Mais ils sont impuissants. Je suis en train de dire que normalement, notre système est fait de sorte que un seul individu ne peut pas être responsable d'un tel montant en Guinée. Donc si lui il a été inculpé, je suis d'accord, moi je ne le dédouane pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai juste vu le profil du monsieur, j'ai beaucoup de respect, j'ai eu beaucoup de respect parmi tous les membres qui ont été élus en même temps que lui dans le gouvernement. Pour lui, j'avais le plus de respect de par son parcours et son profil. Merci beaucoup. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'aujourd'hui, si lui il est dans cette situation, d'autres personnes peuvent être dans la même situation. Ça voudrait dire que notre système a un problème et il faut attaquer par le bon bout. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que faute de parrain, Moussa Yoruba, parce que c'est le parrainage en Guinée. Il y a des parrains, il y a des marraines. C'est possible. Là, il y a des marraines aussi. Là, tu viens de sortir une bombe. Comment ça, une bombe? Quand tu dis faute de parrain, c'est possible. Ou plutôt son parrain n'est pas puissant. Ou son parrain n'est pas puissant, il a perdu de la puissance. Il n'a pas de parrain. Ou il n'a pas partagé le gombo avec le parrain. Allez-y, madame. Avec le parrain et ceux qui sont à côté. Attention, quand tu dis ça, mon petit, tu vas avoir des soucis. Comment ça? Qui on appelle le parrain? Non, je voilà. Non, il y a le grand parrain. Il y a le grand parrain. Il y a le grand parrain. Et il y a les petits parrains qui sont à côté du grand parrain. Des mini-parrains. Des mini-parrains, comme il le dit. En fait, c'est triste de parler. On les appelle les rôdeurs à la présidence. Moi, ça m'attriste de parler du ministre Pété parce que avec le parcours de l'homme, souvent les gens ont peur de venir dans cette émission, mais vous en avez qui s'en sortent parfaitement bien quand ils maîtrisent leur thème. C'était le cas du ministre Pété. Il était là, franchement, il maîtrisait son sujet. On sent que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui s'y connaît. Et que ça se termine comme ça, je me dis que c'est vraiment du gâchis. Et je respecte la présomption d'innocence jusqu'à ce que cette procédure puisse aller à son terme. Mais si les faits qui lui sont reprochés venaient à s'avérer, ce serait vraiment du gâchis et ce serait dommage parce que... Si c'était le contraire, ça veut dire que c'est grave parce que ce serait une jurisprudence Yaya Sow. Il faut croiser les doigts parce qu'on a vu le cas de Yaya Sow, même s'il y a des si derrière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Mohamed Ali a touché à quelque chose.
le système, on dit qu'on n'a pas un bon système, mais on a un bon système, mais on a de mauvaises personnes au sein du système. Les grandes gueules. Qui n'arrivent pas à mettre en application les textes. Les gens refusent de mettre en application nos textes. La Guinée, par exemple, on vous dira qu'on a ratifié toutes les conventions internationales. En matière de droits de l'homme et autres, là, on a les plus beaux textes. Mais l'application fait défaut parce que les gens ferment les yeux là-dessus. Vous avez parlé de la passation de marché, vous connaissez la procédure. Ce n'est pas une seule personne qui fait passer un marché selon les textes. Selon les textes en République de Guinée, c'est toute une chaîne. Comment se fait-il qu'une seule personne, comme maillon de la chaîne, un seul maillon puisse tomber? Ce n'est pas possible. Il faudrait que les enquêtes puissent être poussées, qu'on aille jusqu'au bout. Bien. Qui a fait de la négligence dans la procédure, qui n'a pas joué parfaitement son rôle, et comme cela, ce n'est pas une seule personne qui va tomber. Ouais. C'est plusieurs maillons de la chaîne, ou bien que les autres maillons de la chaîne nous disent quel rôle ils ont joué là-dedans. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ont-ils alerté? Que fallait-il faire? Jusqu'à l'autorité de régulation des marchés, vous le savez, ces gens-là veillent au grain et parfois ils produisent des rapports, ils interpellent, mais ils ne sont pas écoutés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faudrait qu'à ce niveau aussi, que par exemple l'autorité puisse jouer son rôle. Étudier minutieusement ce dossier, sortir un rapport. Est-ce que tout le monde a joué son rôle? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Parce qu'en Guinée, on a pris l'habitude de griller les gens. Et il faudrait qu'on en sorte. Il ne faut pas griller une seule personne. Vous vous souvenez du cas de Mme Boaro à l'époque, quand il y a eu ce détournement, c'était des 14 milliards, je ne sais pas, 13 milliards. Le dossier de 13 milliards, on nous avait dit que des têtes allaient tomber. Mais après, c'est des plantons qu'on a renvoyés. Les autres sont restés. Les autres sont restés. Il faudrait qu'on sorte de cette situation parce que sinon, ce qui va se passer, Lamine, les personnes de ressources refuseront de venir servir la Guinée. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en venant, ils seront salis. Et puis, leur carrière, la carrière de toute une vie, sera détruite. Et ce serait vraiment dommage. Et puis, Madame, en quelques secondes, l'autre aspect que je voudrais souligner, c'est la pratique du limogeage dans le cadre de la présomption d'innocence. Moi, je me pose un peu des questions parce que hier, en France, par exemple, puisque tu n'aimes pas que je prenne l'exemple là-dessus, mais je vais y aller quand même, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il était devant la justice pour des faits qui lui étaient reprochés, mais il n'avait pas encore été limogé parce que la sentence n'était pas tombée. Exact. Donc il faut voir, il a été acquitté de toute façon. Faut-il limoger tout de suite un ministre parce qu'il y a supputation? Il faut le savoir, il faut savoir. On n'apprend pas au sommet de l'État. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir les preuves de la culpabilité avant le limogeage. Il ne faut pas aller la charrue avant les bœufs. C'est le cas de... Après, le système judiciaire est très huilé de ce côté. Oui, je suis d'accord aussi. Quelqu'un peut bien être... D'ailleurs, n'a pas la raison. Présomption d'innocence. Oui, moi je suis d'accord. Il y a aussi ce pan-là qu'il faut souligner, c'est que peut-être... C'est la deuxième personne quand même à être acquittée devant la criée. Oui, mais il y a aussi l'inquiétude de Jacques que je comprends très bien. En fonction de ministre devant la justice, est-ce qu'il n'est pas aussi puissant pour faire disparaître les preuves? Soit la criée prend des combos, ou ils n'ont pas les bons résultats. Soit la criée, je le dis encore, prend des combos, ou bien on n'a pas d'éléments tangibles pour pouvoir inculper les gens. Allez-y, de toute façon, il y en a qui sont arrivés en quelques mois seulement, ils sont aujourd'hui hyper riches, je vais dire. Ça c'est vérifiable. Ils sont sauvagement riches et ils sont dans l'appareil judiciaire, ils sont à la CRIEF, ils sont dans les autres. Mais c'est bon la richesse, les gars. Et ils sont à la présidence. Les grandes gueules. On parlait de parrains et de mini-parrains, mais il faut aussi parler des démarcheurs qui sont de ce côté et qui travaillent dans le sens d'entretenir le parrain ou le mini-parrain, mais tout en étant à mi-chemin, ou la marraine à mi-chemin entre celui que... La grande marraine. Voilà, la très grande marraine. Celui qu'on tu veux parler de qui? Les grandes gueules. Mais il faut aussi... mais tu parles de qui, la grande marraine? Tu me connais, hein? Parce que oui, mais vas-y. Non, mais attends, tu me connais. Tu me connais très bien. Allez-y, Daouda. C'est qui la grande marraine? Laisse-moi terminer la bas. Allez-y, Daouda. On est dans les grandes gueules. C'est qui la grande marraine? C'est qui la grande marraine? Allez-y, Daouda. Vous voulez connaître c'est qui la marraine? C'est la marraine. Voilà. La marraine. La marraine. Alors, je disais... C'est le premier après à aller pleurer. Il me connaît. Tu sais bien que quand ça dit ça va aller dans tous les sens. Allez-y, Daouda. Pour le cas pété, je le disais la dernière fois avec Madame So, j'ai dit, comme le disent les Peuls, Mboudi sa sendal au sendayon. Les grandes gueules. Si tu ne partages pas, si tu partages pas, ça vous si tu ne partages pas, ça va vous départager. Ça va vous départager. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ou vous partagez, vous divisez même. Vous divisez. Alors,
Donc, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un peu dit dans le cas de Pété autour de la question liée à la lutte contre les faux médicaments. Il y a eu des fermetures. Vous savez, quand il y a des escortes, il y a des camions qui arrivent pour débarquer à Madina. Ces camions sont escortés. Les camions sont escortés. Alors, lorsque ceux qui escortent les camions, qui savent, parce que vous avez vu comment l'opération a été très rapide avec les faux médicaments, on se lève un matin, on sait où se trouvent exactement. Non, mais parce qu'il y a eu des enquêtes avant, hein, mon cher ami. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, la gendarmerie. Les véhicules ont été escortés, les médicaments ont été escortés par des agents qui connaissent le circuit, qui ont accompagné les véhicules dans Madina. Il y avait même des infiltrés. Hein. Des infiltrés, mais il y a eu des infiltrés, mais ceux qui ont escorté sont ceux qui travaillent avec. Mais ce n'est pas contre rien. C'est bien contre quelque chose. Alors, ce qui est sorti, le magot qui est sorti, qu'est-ce que le ministre en a fait? Qu'est-ce que les autres cadres en ont fait? Et les commissions, si vous ne partagez pas les commissions, il y a des indiscrétions qui vont être, il y a des choses cachées qui peuvent être mises sur la place publique, et c'est ce qui a facilité ce travail de ce côté. Aujourd'hui, moi, mon problème, je suis pas contre. Daouda, pour ne pas te couper, tu sais le mot qui tue, c'est il n'a pas donné pour moi. Ouais, voilà, c'est vrai. Il n'a pas donné pour moi. Et on ne doit être. T'as été victime? Non, ah ben voilà. Allez, on va revenir à 10h, mesdames et messieurs. Mercredi, Coton Saint-Loup sera chez les GG.